propose dans cette dernière partie de la matinée de prendre un peu de recul et de partir sur une échelle plus large avec des changements, cette fois-ci au niveau climatique, sur l'ensemble de la planète. Et par effet ricochet ou effet papillon, je ne sais pas quelle est la bonne expression, les changements qui sont amenés sur nos côtes finistériennes et qui sont déjà visibles, et les changements sur notre territoire finistérien, que ce soit au niveau de la montée des eaux, de la baisse inquiétante dont on parlait ce matin, de la biodiversité. Et on va en parler avec quelqu'un dont c'est le sujet d'étude, qui lui est toujours en conférence un petit peu partout sur la planète. Et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui à Quimper. C'est Gilles Boeuf. Il est biologiste, il est, s'il vous plaît, il est professeur à la Sorbonne, il est président également du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Et je n'oublie pas dans tout ça la moindre de ses qualités, c'est qu'il est douarneniste, mine de rien. Fallait quand même le dire. Gilles Boeuf, on lui laisse la parole, et puis sachez qu'à l'issue de sa conférence, de sa présentation, vous allez pouvoir, j'espère, lui poser toutes les questions qu'il va suggérer chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à tous. Il marche le micro? Oui, c'est bon. Oui, alors je suis venu vous voir aujourd'hui en voisin. Il se faisait que je faisais une conférence à Brest jeudi et vendredi. Nous avions 2 jours de session organisés par l'UBO sur l'histoire de la pêche bretonne depuis 12 000 ans. C'était super intéressant. On a examiné tous les gisements coquillers de l'archipel de Molène, ici sur les côtes du Ménez-Dragon, sur la baie d'Audierne. Et puis on est arrivé au système actuel de la pêcherie bretonne aujourd'hui, en regardant dans quel état est cette ressource, quelles sont les relations plus ou moins harmonieuses entre l'activité économique de l'humain et des stocks. Des animaux sauvages qu'on est allé chercher, qui ne demandaient rien à personne, mais qu'on est allé chercher. Et vous verrez rapidement que je vais être aussi, comme disaient nos collègues tout à l'heure, il faut rester dans la mesure. Je travaille beaucoup avec Nicolas Hulot, avec Cyril Dion. Donc c'est 2 personnages totalement différents, qui sont très engagés sur ces questions-là, qui sont très différents dans leur communication. Et c'est vrai que je penche beaucoup plus vers ce que dit Cyril, puisqu'il y a beaucoup plus d'espoir. Alors tout à l'heure on a dit culpabilité, c'est pas ça. Responsabilité, oui, ça je pense qu'il faut le mettre dans le crâne des gens. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et puis surtout, la vraie question de tous, c'est comment on fait pour toucher tout le monde. Moi, je fais à peu près 110 à 120 conférences par an en 3 langues, dans 25 pays, et ça fait 15 ans que je fais ça. Et j'ai les mêmes questions en Chine, en Argentine, en Alaska, en France, en Autriche, dans des systèmes économiques et géopolitiques bien différents. Donc ça me rassure au niveau des jeunes. Le discours est compliqué parce qu'il est quelque part effectivement inquiétant. Je ne suis pas un catastrophiste, hein. De même que je ne suis pas non plus un écologiste, je suis un écologue, je fais une grosse différence entre les deux. On peut être militant aussi pour défendre ma réserve naturelle. Je préside, mon ami Bagnoulin, qui est où elle est là, je préside depuis 12 ans la réserve de la Massane, dans les Pyrénées orientales. Et vous avez là, sur 340 hectares, la plus haute densité en espèces en Europe. Hein. On a 8000 espèces vivantes sur 340 hectares. C'est unique. En forêt tropicale, mais pas en Europe. Et on protège cette forêt comme la prunelle de nos yeux. On l'a créée en 1971, elle échappait, elle allait devenir un golfe sur la frontière entre le pays catalan du Nord et le pays catalan du Sud. Et aujourd'hui, on essaye de la sauver. Cette forêt, on n'a pas coupé un arbre depuis 1860. Et ma forêt, elle se meurt parce qu'elle a payé très fort la canicule 2003, changement global. Elle a payé très fort les sécheresses répétées depuis 2006. Et paye les 15 000 poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus et qui amènent de l'ozone sur ma forêt. 15 000 camions par jour. Vous les mettez calandre contre calandre, c'est sans arrêt du col du Pertus à Montpellier. Question toute bête, on les mettra quand sur un train? Ils vont tous de Barcelone à Montpellier, de toute façon. Hein. Donc vous voyez que c'est des questions qui sont très très pratiques. Il faut les expliquer de façon simple en fait au système. Donc comment on va chercher les gens qui n'ouvrent jamais les pages environnementales d'un grand journal, qui n'ont jamais écouté une conférence, qui ne vont jamais voir un musée? C'est ça la vraie question. On va essayer de voir un petit peu comment on peut intervenir. Encore une fois, on est bien d'accord, il n'est pas question d'inquiéter trop. Je pense que amener à une vigilance, c'est intéressant. La vigilance vous amène à être un peu plus prudent. On fait un peu attention. Tout à l'heure, vous avez dit, ça va bien plus, il faut changer un peu. Il faut changer beaucoup plus qu'un peu. Il faut changer très fort, très fortement nos comportements. Je pense qu'on peut y parvenir dans un contexte très clair qui est triple. On n'a plus le temps. Il fallait commencer avant. Sur les 7 plaies de l'écologie actuelle, il y en a 6 qu'on peut absolument résoudre, j'y crois très fort,
avec le monde paysan, avec le monde de la pêche, avec le monde de l'industrie, avec tous les citoyens. On peut. Le 7e, c'est trop tard, c'est le changement climatique. On ne peut plus empêcher le climat de changer. C'est trop tard, il fallait s'en occuper avant. Le climat, même si on arrêtait aujourd'hui nos émissions de CO2, on est encore pour deux siècles. Juste une remarque. En ce moment, on est dans une place sympa, ici à Quimper, là. La moitié du CO2 qui est dans l'air, là, au-dessus de nous, a plus de 100 ans. Là, vous respirez, je respire, je suis comme vous, hein. On respire un gaz carbonique qui a été émis il y a plus de 100 ans. Ça veut dire que chaque fois qu'on en reposait un petit peu plus, il se rajoute à celui-là. On a un cumul, bien sûr, de ces systèmes particuliers. Même si on arrêtait aujourd'hui, le climat change encore 2 siècles. Comment on fait? Alors, deux solutions pour le climat, parce qu'on ne peut plus l'empêcher. On va voir si après, à terme, nos technologies nous permettront d'aller chercher le CO2 en excès qu'on a mis dans le système depuis James Watt, 1784. Date fantastique dans l'histoire de l'humanité. On passe du cheval animal au cheval vapeur. On connaissait les chevaux ici en Bretagne. Hein. Cheval animal au cheval vapeur. Il faut du charbon ou du pétrole. Qui s'est posé la question à l'époque, mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait là? D'aller chercher un truc que le système Terre avait stocké. Le charbon, on avait pour des milliards d'années de stockage. Les grandes forêts du Carbonifère, 345 millions d'années, elles étaient là. Excusez le terme, ça n'emmerdait personne. Et ça n'aurait jamais embêté personne. Le pétrole, du plancton marin, entre 250 et 25 millions d'années. Tranquille. Et puis on est allé chercher. Et puis on cherche, et on cherche, et on le remet, et on le met, et on le rajoute à tout ce qui s'est passé. Et ça, on paye le premier défaut de l'humanité, l'imprévoyance. Donc, je vais m'attaquer à 3 gros défauts. Si on arrive à les gérer, on a une petite chance de s'en sortir pas si mal que ça. Imprévoyance. Quand est-ce qu'on aura une culture de l'impact? Je fais ça aujourd'hui. J'ai beaucoup écouté ce matin avec grand bonheur, hein, je me suis régalé. Je prends ma voiture pour faire ça, je fais telle course, qu'est-ce que j'achète pour manger, tout est là. Hein. Chacun peut faire quelque chose. Arrêtons de croire que c'est le rôle des politiques de gérer ces questions-là. Pas du tout. Ça veut dire que, imprévoyance. Le premier qui s'est posé la question, c'est Arrhenius, un prix Nobel de chimie, qui s'est demandé un jour, mais plus de 150 ans après, Arrhenius s'est dit, mais je ne sais pas si c'est tellement bien ce qu'on fait là. Et maintenant, on est 250 ans après, ben, on paye les conséquences. On paye les conséquences de l'imprévoyance de ces gens qui ne sont pas occupés du fait qu'utiliser la machine à vapeur nous amenait à rejeter ces déchets. Tout à l'heure, on verra, je terminerai là-dessus parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur les déchets tout à l'heure. Le vivant fait plein de déchets. Mais il y a toujours un acheteur pour ces déchets. Quelqu'un vient acheter son déchet. Je finirai là-dessus, hein, vous verrez, c'est magique. Et je vous proposerai de partir sur des solutions basées sur la nature. Alors, je vais démarrer sur simplement quelques images. Voilà, je prends 2 écosystèmes français. La Guyane, la Nouvelle-Calédonie. Ils ont voté français il n'y a pas très longtemps. Ce sont les systèmes où il y a plus d'espèces ramenées à la surface. C'est beaucoup plus riche que le Finistère. Le Finistère a payé un lourd tribut aux grands glaciers du Quaternaire. Ils arrivaient jusque-là. On avait plein de trucs avant, hein, mais une grande partie est partie, effectivement. 19 000 ans. Les derniers grands glaciers sont sur le Finistère. La température est 4 degrés plus basse. Et la mer, 125 mètres plus basse. Il y a 19 000 ans, ici, là, la mer était 125 mètres plus basse. On allait tranquillement à pied à l'île de Wright. Hein. Ils sont passés à ce moment-là, nos collègues sapiens, de l'Asie à l'Amérique. Et c'est parti. Et ça s'est réchauffé tout doucement, très vite vers 12 000 ans, au moment justement où ici, à la pointe du Finistère, les chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés là commencent à plus pouvoir faire ça. Parce qu'ils ont fait beaucoup de bébés, les femmes ont fait beaucoup de bébés, donc la ressource est difficile, on ne peut plus être nomade tout le temps, avec des enfants, avec des femmes, on s'arrête. Et quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on a fait ici à la pointe bretonne? Eh bien on s'est mis à cultiver et élever. 12 000 ans, on a le chien, le chat, on a les chèvres, les moutons et les cochons. Le cheval, c'est beaucoup plus tard. Le lapin encore beaucoup plus tard. Et donc, on lit très bien ça dans nos écosystèmes bretons, hein, quand on va sur la côte, ici, sur les îles, à Téviec, hein, ou bien on va effectivement du côté de Guilvinec, en baie d'Audierne, en Morbihan aussi, bien sûr. On lit très très bien ces activités humaines. Et ça s'est fait très vite. En 3000 ans, ils sont passés de chasseurs-cueilleurs, ils ont disparu. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que, est-ce que ce sont d'autres qui sont arrivés? C'est une grosse question qu'on se pose sur la Bretagne. Hein. Ou bien est-ce que ceux qui étaient avant, qui étaient chasseurs-cueilleurs, qui sont devenus pasteurs-agriculteurs? C'était une invasion entre guillemets, ils sont arrivés d'ailleurs, puis ils se sont mis à s'installer comme ça. Et on le lit très très bien. On lit par exemple dans nos gisements bretons, ici, s'ils mangeaient du chien ou pas. Le chien était-il élevé uniquement parce que ça rend service? Ou bien parce que, alors vous avez des zones en Bretagne, ils ne les mangeaient jamais, et des zones où on a des carnations de chiens très bien marquées sur les gisements qu'on trouve ici. De même qu'ils se bouffaient aussi entre eux, aussi, bien sûr. Hein. Les plus anciens français, alors c'est pas en Bretagne,
Vous avez des gisements aussi anciens ici en Bretagne. Nous avons, moi je m'estime aussi, faisant partie du coin, à 700 000. 700 000, c'est la base de la grotte de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, où on a les plus anciens français. Je mets 3 guillemets à chaque fois, bien sûr. Ils sont quoi? Un déchet de cuisine. Il y a un tas de déchets de trucs qui ont été bouffés. Il y a tout là-dedans, dont des humains. On voit très bien les os qui ont été rongés, la moelle épinière qu'on a retirée, effectivement, du fémur. Donc c'est ça l'histoire de l'humanité. Alors revenons à mes écosystèmes. La forêt tropicale amazonienne, sur un système comme ça, on est au camp des Nouragues du CNRS, je suis allé souvent, 50 000 espèces au kilomètre carré. Il y a plus d'espèces sur 1 km carré de forêt des Nouragues que dans tout le Finistère. Très riche, ça n'a pas bougé depuis 15 millions d'années, c'est très stable, de l'eau en permanence, une terre très pauvre, qui ne valait pas la nôtre avant qu'on la détruise ici en Bretagne. Et puis ça vit comme ça, au jour le jour, plusieurs saisons par an. On est sur l'équateur, il n'y a pas de moment marqué. L'équivalent marin, c'est ça. Je vous emmène en Calédonie, ça c'est le récif du Grand Sud, 4 à 5 000 espèces par kilomètre carré. Ce qui est fabuleux pour le milieu marin. Première remarque que je vous fais, il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. Pour une raison bien simple, c'est que l'océan est beaucoup plus stable que les continents depuis très longtemps. C'est comme en foot, pourquoi on irait changer une équipe qui gagne? L'océan a trouvé ses trucs et puis continue. Il spécie, mais beaucoup moins vite que les continents, où ça change sans arrêt. Je prends un exemple ici, on va rester à Quimper. Un joli matin du mois de mai, un peu froid en ce moment celui-là, vous prenez la température de la rivière, de l'Audet, de la mer en face et de l'air. On peut avoir 20 degrés facile d'écart dans l'air. Vous avez dans la rivière 2 degrés, 3 degrés, et puis en mer on a 0,4 degrés. Vous voyez que la mer est un extraordinaire tampon des variations climatiques. Et ça, le vivant adore ça. Parce que quand ça change, ça oblige le vivant à s'adapter à ces conditions-là. Et voilà pourquoi l'océan a beaucoup moins d'espèces que les continents. Puis ensuite, en même temps, il est un peu moins connu quand même que les continents. Alors on part de ça. Qu'est-ce qu'a fait l'humain? Voilà, Shanghai. Il y a la moitié des Français. La moitié des Français dans la même ville. On construit une tour Montparnasse par jour. Alors quand on me dit, mais non, vous exagérez, il n'y a pas d'impact de l'humain. Attendez, vous savez ce que c'est? Et 2 autres chiffres que j'aime beaucoup donner. Il y a 12 000 ans, on revient ici au gisement breton du sud-Bretagne, sur Gavrinis, ou c'est avant Locmariaquer, parce que là c'est un peu plus récent, c'est 5000, ou le cairn de Barnénès par exemple, en Landemeure. On est 5 millions d'habitants sur la Terre, 5 millions d'humains. On a domestiqué, tout à l'heure je vous les ai listés, jusqu'au cochon. Et si je prends comme exemple la somme des masses, donc le poids de tous les humains de l'époque, et de tous leurs mammifères domestiques. On a dit les cochons, il n'y a pas les poulets encore à l'époque, on parle que de mammifères. On est 0,1% du poids de tous les mammifères de la planète, 5000 espèces, y compris les baleines, les éléphants, les girafes. 0,1%. Aujourd'hui, nous sommes 90%. C'est une courbe tout à l'heure qui est pour moi la plus effrayante. On a effondré le vivant sauvage. Et on explose, les Bretons sont très bons pour faire ça, on explose les mammifères, les vivants domestiques. Et ça, il y a un coût. Il y a un coût. Vous savez, avec la nature, c'est pas comme dans les systèmes bancaires, on paye ses dettes. Jamais, depuis la Terre tourne, sur un système naturel, quelqu'un n'a pas payé ses dettes. On passe notre temps à pas payer nos dettes, voir comment marchent les bourses. Et puis c'est toujours les autres qui sont mis au chômage, c'est pas les mecs qui sont les praticiens de l'activité. Le virtuel n'existe pas dans le vivant. Vous avez un système où vous contractez une dette, beaucoup qui font du sport le savent très bien, je vais monter là le Ménésum en vélo, je vais respirer un peu plus, et puis je paye ma dette. Quand je rentre à la maison que vous allez courir tout à l'heure, je paye ma dette. Et puis à un moment, il faut que je consomme un petit peu plus. Donc ça, effectivement, c'est très important et très impactant. Je vous ai mis ici les 2 intranquillités actuelles. La remontée du niveau de la mer, et puis la température de l'air, ou de la surface de l'océan. Je vais y revenir tout à l'heure. On a gagné, j'ai regardé ici à Quimper, 1,3 degré depuis 1860. Surface de la mer ici à côté, et température de l'air. Vous me direz, mais c'est rien, 1,3 degrés. Vous allez voir que 1,3 degrés sur un temps aussi court, j'ai passé des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, à un temps humain. Et j'avais une très belle anecdote avec le député de Perpignan. Et il me dit un jour, il avait ramassé dans son filet un bois fossile. Il m'aimait bien, moi je l'aimais bien aussi, on discutait beaucoup. À l'Assemblée, il défendait des projets qu'on avait. Et il me dit, j'ai ramassé un morceau de bois fossile, là, je te le donne, je sais que tu aimes ça. Sympa, merci. Il va calculer l'âge de mon morceau de bois, là. Il dit, je vais bluffer le petit scientifique, là, je vais en foutre plein la vue, là. Je vais trouver un âge incommensurable. Il réfléchit 5 minutes, ça au moins 100 ans. Et ça avait 33 millions d'années. Voilà.
Et ça, c'est ce que j'allais mesurer ce jour-là, la différence dans le temps entre le monde politique et le monde scientifique. Et le monde politique, c'est une vraie question pour nous. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit dessous. Pas du tout, au contraire. Moi, je ne serais pas là sinon. Je suis un farouche défenseur de la relation harmonieuse entre le monde scientifique et le monde politique. Surtout pas un monde dirigé par des scientifiques. Ça serait une catastrophe. Mais si on les écoutait un petit peu plus, ce serait quand même pas mal. Hein. C'est un peu la question là-dessus. Et c'est vrai que nous, c'est le court terme au niveau du monde politique. Hein. On est élu pour 5 ans, sur 25 km². Là, je vous parle de trucs qui intéressent l'ensemble de la planète pour des centaines de millions d'années. Et on terminera sur un second propos qui est la résilience. J'adore quand on me parle de résilience. Tout le monde m'en parle. Je travaille beaucoup avec Boris Cyrulnik. On a un gros projet sur la résilience après l'attentat du Bataclan, par exemple. Pourquoi des gens récupèrent du trauma, d'autres pas? C'est quoi un trauma? C'est un truc très brutal qui vous arrive. Vous récupérez ou vous ne récupérez pas. Mais une chose qui est très claire, c'est que jamais vous n'allez résilier si vous êtes mort. Voilà pourquoi je commence mon exposé en disant « Vivre sans détruire ». Si on détruit, il n'y a pas de résilience. Mon mètre cube d'eau de mer de Roscoff, ou bien mon mètre carré de terre agricole ici à Gwengat, il ne repartira pas si vous l'avez détruit. Songez-y en permanence. Je finis sur mon petit chouchou. Darwin fait un tour du monde à la fin du 19e et puis il va en Patagonie. Et là, il trouve une petite grenouille que personne ne connaissait, on n'était jamais passé par là. Hein. Il la ramène, il les fout dans un bocal, et ça va passer 40 ans à Londres dans un bocal d'alcool coincé dans une collection. Puis au milieu 20e, un type trouve ça, tiens, ramassé par Darwin, bon, elle n'est pas connue, donc on la décrit, et on l'appelle Rhinoderma darwini. Tout le monde s'en fout. Hein. D'ailleurs, on ne sait même pas qu'elle existait, hein, vous voyez, donc on s'en fout évidemment de ma grenouille là. Et je vais très souvent, je suis allé plus de 40 fois travailler dans le sud du Chili, j'aime beaucoup la Patagonie, c'est une région assez extraordinaire. Sur des milliers de kilomètres, nous on est tout petits, la Bretagne, par rapport à ces régions-là. Hein. L'avion, il met 4 heures pour aller de Santiago au sud, et 3h30 et 2 heures pour aller au nord. Hein. Eh bien, elle vit que dans les forêts d'Araucaria, ces arbres qui vivent entre 1000 et 2500 ans. Et toute ma forêt s'en va aujourd'hui, pour être remplacée par des pins et des eucalyptus. Et c'est la même litanie partout, rentabilité à court terme. Et elle n'aime pas ça. Elle s'en va. J'en ai cherché à en retrouver 4 cette année, là, au mois de janvier. Elle va partir dans l'indifférence générale. Alors c'est un petit symbole, hein, ma petite grenouille de Darwin, dans l'histoire que je vais vous raconter ce matin. Et c'est intéressant parce que on va passer sans arrêt de la biologie à la philosophie. Nous sommes intranquilles. J'aime beaucoup ce terme, il est inventé par une femme que j'aime beaucoup. Elle fait un colloque tous les ans à Paris, à la mi-décembre, un colloque pour les femmes. Il y a 800 femmes dans la salle. Il faut se sentir à chaque fois amoureux, hein, c'est absolument fantastique. Elles sont soit gynécologues, soit psychanalystes. Ça s'appelle Gypsy. Et c'est-à-dire, c'est pourquoi sommes-nous intranquilles? Et vous verrez, sans arrêt, je vais y revenir, les femmes ont des interprétations de ce qu'on va discuter ce matin, très différentes de celles des garçons, et surtout des solutions. J'ai passé des moments très forts avec les femmes africaines durant la COP 21. Elles ont des solutions incroyables. Et les femmes, il ne faut pas les remettre où elles devraient être, elles n'ont jamais été, il faut les mettre là où elles devraient être aujourd'hui. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, ici, au Conseil départemental de Finistère, il y a quand même des éléments féminins qui sont bien représentés, mais ça m'arrive de faire des confs avec des mecs, hein, tous habillés pareil en plus. Hein. Ça dépend dans quel, effectivement, système je vais me trouver. Alors, l'histoire, je vais commencer par de la physique et par de la géologie, puisque la vie apparaît... La Terre, on sait, elle a 4,6 milliards d'années. C'est bien codé, bien connu. 4,6, on a plein de méthodes pour faire ça. 4600 millions d'années. C'est vieux. C'est l'âge du Soleil, c'est l'âge de la Terre. Et puis, regardez ce petit caillou-là. C'est une météorite. Elle tombe dans un champ en mai 1864. Elle est chez nous dans les collections au muséum à Paris en ce moment. Oui, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais j'ai été quand même 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle. Et j'ai la chaire au Collège de France qui s'appelle Développement durable, environnement, énergie et société. Et je tiens beaucoup au terme société. Moi, je suis plus intéressé par les socio-écosystèmes. Il n'y a plus d'écosystèmes sur la Terre. Il n'y a que des socio-écosystèmes. L'humain, il est partout. Même en Antarctique, partout. Bon, en haut de l'Himalaya, il est partout. L'océan est très stable. Il est composé depuis 100 millions d'années. Ça n'a pas changé. C'est la même composition. Vous savez que cette année aussi, on n'est pas que l'année de l'environnement en Finistère, on est l'année mondiale sur le tableau de Mendeleïev.
Ça vous a fait suer ça en secondes et tout, j'apprenais ça. Moi j'adorais ça, j'étais un petit garçon élevé à Dordogne. Moi tout petit, je savais à 8 ans que je serais un chercheur scientifique. Hein. Je n'avais que ça dans la tête. Et donc j'ai regardé le tableau de Mendeleïev. Pourquoi celui-là, le 1, l'hydrogène, on va en parler beaucoup de l'hydrogène dans l'énergie. Le 22, il est là, le 24, il est là. Et Mendeleïev a été un visionnaire incroyable quand il fait ce truc-là. Hein. C'est plus de 150. Eh bien on trouve 62 éléments du tableau de Mendeleïev dans une goutte d'eau de mer. Bretonne, hein, et même, vous avez ça aussi chez vous, hein, devant votre jardin, là, on va aller ensemble, je vais trouver ça. Et ce caillou, il tombe dans un champ. Et ce qui est fabuleux, et c'est là la grosse différence entre l'homme et l'animal, j'aime bien quand on me demande quelle est la différence, eh bien un brave paysan du Gers l'a ramassé. Aucun animal n'aurait ramassé ce caillou. Et ça c'est génial, hein. Il a vu, il va l'appeler une couleur tombée du ciel, c'est très beau. Cette couleur, il va se brûler horriblement. C'est quand la météorite tombe, elle s'est super échauffée à des milliers de degrés quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre, parce qu'il y a de l'oxygène. Il se brûle par la chaleur, il la coupe en deux, et il se brûle par le froid absolu au milieu, c'est le 0 Kelvin de l'univers, moins 273 degrés Celsius. Vous imaginez ce que c'est. Hein. Et puis, il l'oublie dans une caisse à oignons. C'est ça l'humain aussi, et l'histoire. Elle passe 150 ans dans une caisse à oignons dans son jardin. Et en 2005, des randonneurs qui passent par là disaient « Ton caillou, c'est moche comme tout ce truc, c'est vraiment moche. Hein. C'est pas un beau caillou, c'est pas un beau cristal de quartz. Hein. » Et en fait, c'est une météorite. Il dit « Oui, l'arrière-arrière-grand-père l'avait ramassée, tu me la donnes ?» Et elle arrive rue Buffon à Paris, au Muséum, devant les plus puissants outils que l'on ait aujourd'hui au monde pour gérer de la géochimie, des nanosondes. Et on la date. 4-6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre, avant que la Lune ne sorte. Alors quand vous la caressez, je vous assure que ça change sur le rythme cardiaque. Hein. Quand je caresse mon caillou, c'est moche comme tout. C'est ça le rôle de la science, à partir d'un machin moche, apparemment sans aucun intérêt, de raconter une histoire. Mais science-based. Je suis vraiment, je me bats contre les fake news tous les jours. On a créé une revue qui s'appelle The Conversation. Abonnez-vous tout à l'heure en rentrant, c'est gratuit. Tous les jours, on tue les fake news. En permanence. On est plus malade par les vaccins que par les maladies infectieuses, la Terre est plate, le climat ne change pas, s'il change, l'homme n'y est pour rien. On est sans arrêt. Ça, il faut arrêter. Et c'est là que je suis inquiet pour nos jeunes d'aujourd'hui, parce que moi, gamin, je n'étais pas dans ce milieu-là. Hein. Tous les jours, ils sont bombardés de fake news. Et c'est là que, sur le niveau de l'enseignement, pour moi, et aujourd'hui, on ne le fait pas assez bien, c'est bien de donner de la connaissance. Mais beaucoup plus que la connaissance, donner de l'esprit critique. Nos jeunes s'en sortiront demain, s'ils gardent une capacité à ne pas gober tout ce qu'on leur raconte. C'est vraiment très important. Ça, c'est un estuaire. J'aurais pu le prendre l'Odet, hein, très bien, mais je n'ai pas eu le temps de ce matin de reprendre ça. Je suis à Madagascar. C'est intéressant parce que regardez, ça c'est de l'eau douce, ça c'est de l'eau de mer. C'est quoi ça? On les connaît bien en Bretagne, dans nos rias bretonnes, avec le phénomène de la marée. Là, hein. Amusez-vous à goûter la salinité dans une ria bretonne. Alors marée haute, marée basse, c'est pas pareil. Hein. Goûtez-la. Ça, c'est la salinité de quoi? De votre sang. Tous ici, garçons, filles, nous avons 142 millimoles de sodium dans le sang. Pourquoi? 105 millimoles de chlorure. Bah, ça, c'est l'histoire de l'humanité qui sort aussi de l'océan. Je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle, mais vous regardez la prochaine fois que vous ferez votre prise de sang, vous regarderez la valeur des ions du sang, vous avez tous 142. Puis toujours, c'est comme ça, qu'on soit beau, pas beau, grand, petit, garçon, fille, en Chine, en Alaska, en Patagonie, tous les Homo sapiens ont 142 millimoles de sodium dans notre sang et 105 de chlorure. Le potassium, 3, 4. L'océan 11, où qu'on soit à 400 mètres de fond dans l'océan mondial, arrêtons de parler des océans. Il y a un seul océan mondial, le même partout. Et c'est pour ça qu'il a ce rôle sur la régulation du climat, cet océan. Il y a plein de mers différentes. Hein. La mer d'Iroise, ce n'est pas la mer Baltique, ce n'est pas la mer Méditerranée. Mais il y a un océan, et partout de la même composition. Ça, c'est intéressant, ça. Et c'est intéressant parce que c'est intermédiaire. Nous ne sommes ni de l'océan, ni de l'eau douce. On a à peu près 9 grammes de sel. L'océan, c'est 35. On a pris des valeurs, on appelle ça la pression osmotique. Hein. C'est une mesure physique qui donne la salinité. L'océan mondial, partout, 1050. Nous, 302. Tous là, 302, ça ne bouge pas. Je m'étais intéressé ici en Bretagne au type qui picolait le samedi soir. Je me dis, je ne sais pas comment ils arrivaient à picoler autant de bière sans diluer le milieu intérieur. Bouge pas. Ah, j'ai vraiment fait des prises de sang et tout. Hein. Eh bien, en fait, tout ce qui rentre se ressort. Vous allez au moulin à la sortie, on avait fait des travaux fantastiques, ça marche super bien. Hein. 302, ça ne bouge pas. C'est plutôt les garçons que les filles. Maintenant, les filles commencent aussi. Et on arrive à un système où c'est intéressant.
la relation, vous avez l'océan 1050, l'humain 302, l'Odet, la rivière en amont, hein, c'est 10. Et tout va se jouer là-dessus. Alors, le plus ancien fossile que l'on a à Paris, des cyanobactéries, daté à 3,45 milliards d'années d'Australie, et les mêmes. Tout à l'heure, en arrivant là avec Madame la Présidente, là on discutait, il y avait une flaque d'eau à côté d'elle. Là. Je ramasse, ici dans le jardin, hein, je ramasse un peu de cette flotte, elle contient des cyanobactéries. Vous avez là, dans chacun, dans son jardin, dans sa cour, une flaque d'eau avec des cyanobactéries qui racontent l'histoire de la vie sur la Terre. Regardez, elles se ressemblent beaucoup. Hein. Elles ont presque 4000 millions d'années de différence d'évolution. Allons voir comment elles font. Imprévoyance. Deuxième défaut, arrogance. On sera toujours plus malin que les autres. Je disais, si vous écoutez le téléphone sonne la semaine dernière ou sur France Inter, je disais en fait, arrêtons de prendre les arbres ou les animaux pour des cons. Parce que s'ils l'étaient, depuis longtemps, ils ne seraient plus là. Bien que nous qui sommes géniaux, on sait très bien, hein, l'humain est fabuleux. Et l'arrogance, elle est surtout masculine. Beaucoup plus que féminine. Imprévoyance, arrogance, et le troisième, j'ai écouté ce matin, quand on disait ça, on sait qu'il ne faut pas faire ça, mais on le fait quand même, cupidité. Et là, malheureusement, les filles sont largement aussi cupides que les garçons. Voilà notre trilogie. Hein, on va méditer là-dessus toute la journée quand vous allez rentrer chez vous ce soir. Imprévoyance, culture de l'impact. Arrogance, cupidité. Alors voilà, la biodiversité. Quand j'étais avec ma ministre, je voulais qu'elle m'aide à sauver la biodiversité. Voilà, madame, une plage de Guadeloupe. On est 25 chercheurs. C'était en mai 2012. Et on gratouille 5 mètres sous les fesses des touristes. Ils viennent nous voir, qu'est-ce que vous faites là? Ils sont tous en maillot de bain sur la plage à prendre leur bronzage. On est 5 mètres en dessous dans le sable, et on ramasse que des petits trucs, gros comme ça. Alors bien sûr, j'ai fait un choix là. C'est tellement beau la biodiversité. Vous allez m'aider à la sauver. Oh là là, surtout celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, il faut absolument qu'on le garde, celui-là il est magique. Hein. C'est gros comme ça adulte, c'était pas connu, hein. Il faut les décrire. Mais il y a ça aussi avec. Ah, ça change tout là. Ah non, non, là le député de Perpignan me redit, attends Gilles, attends, on n'a pas assez d'argent. Moi, je vais bien t'aider à sauver ce machin-là, ça je veux bien, hein. Je te file 50 €, mais par contre celui-là, non, c'est pas possible. Ben voilà. Et le poisson globule, faut pas le sauver, mais il est moche sur nos critères à nous. Sa copine globule le trouve super séduisant, hein. Et il faut des petits bébés globules d'ailleurs, hein. Alors celui-là est génial, ça, je me suis beaucoup intéressé à celui-là. C'est Oïd Parade des Moches, il a sa chance. Hein. Il vit dans des terriers au Kenya. Et c'est en 2005, j'étais dans mon bureau au muséum à Paris, et un grand collègue, un des grands cancérologues français, m'appelle et il me dit, Gilles, tu connais le rat taupe nu? Oh, j'ai dit oui, je sais que ça existe dans des terriers au Kenya. Est-ce que tu sais les élever? Non, mais si tu me donnes des sous au muséum, on peut tout essayer. Moi, je vais bien essayer d'élever les rats taupe nus, hein, voir ce que ça bouffe. On découvrait alors que ce bestiau, c'est un rongeur qui vit 50 ans. Il ne fait jamais de cancer. Et du jour au lendemain, le rat top nu, aussi moche, devient celui qui va sauver l'humanité. Voilà. Donc vous voyez, quand on me dit qu'est-ce qu'on sauve, les beaux, les moches, ceux qui servent à quelque chose, j'en sais rien. Donc si le vivant, c'est des beaux et des moches, en fait, c'est exactement ça. Voilà ce que c'est que la biodiversité. Ça, en Bretagne, on le connaît. C'est ça, la biodiversité. Sans levure, sans bactéries, sans champignons, il n'y a pas de diversité biologique. Il y a eu 2 très beaux livres qu'on a publiés l'an dernier et l'année avant. Le premier s'appelle « Jamais seul » de Marc-André Sellos. Lisez-le, il raconte ce que c'est qu'un arbre avec la flore du sol. Merveilleux livre. Hein. C'est beaucoup plus sérieux que le Volében qui a écrit des tas de bêtises dans son bouquin sur les arbres. Là. Donc Marc-André raconte l'histoire de la vie entre ces micro-organismes et les arbres. Et le second livre, il a publié il y a 3 mois, s'appelle « Tous entrelacés ». Chaque être vivant est un tout. Tous ici dans la salle, en dehors du fait qu'on a 142 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure et 4 millimoles de potassium dans notre sang, on est associé à au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Ce qui veut dire que si ça commence à dérailler, le fameux biote intestinal, autisme, Alzheimer, diabète de type 2, obésité, c'est incroyablement lié à ça. Un obèse n'a pas du tout les mêmes bactéries que le type svelte à côté. Alors maintenant, on commence à traiter des obèses en lui donnant du caca de type maigre. Regarde si ça marche. Et ça marche en plus, ça marche. Hein. Donc vous voyez qu'on est sur des systèmes où, revenons à beaucoup moins d'arrogance, comme je l'évoquais tout à l'heure. Là, si vous enlevez le verre des verres, là, et puis le nickel des couverts, c'est que de la biodiversité, bien sûr. Hein. Et puis, bon, la vache, qu'on connaît bien en Bretagne. Et la vache, c'est une catastrophe. Il y en a beaucoup trop, je ne suis pas anti. On me dit vous êtes un anti-éleveur, mais absolument pas, au contraire.
Simplement, aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de vaches. Faites le calcul, hein, comment ça pèse une vache. Il y a plus de biomasse de vaches que de biomasse d'humains sur la Terre. Et ça, c'est pour toute l'agriculture, c'est pour un bon quart du changement climatique. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose où, regardons comment on fait. Encore une fois, je ne suis surtout pas un anti-monde agricole. Au contraire, je suis un farouche défenseur du monde paysan. Mais de quel type d'agriculture? Je suis un farouche défenseur des pêcheurs, tant qu'ils ne surpêchent pas. Parce que là, en fait, c'est stupide. Pêcher, c'est super bien. Surpêcher, c'est stupide. Et on a les éléments aujourd'hui pour gérer ces questions-là. Je crois vraiment à une résolution des questions agricoles. Je crois vraiment, avec le monde paysan, je crois vraiment à une résolution des questions de pêche. Et les Bretons ont largement commencé. Ça veut dire que, comment on travaille, dans quelles considérations? Je veux dire, le seul où c'est trop tard, où je ne sais pas quoi faire, c'est le climat. Donc le climat, il faut réduire les effets. Hein, tout à l'heure, on parle d'éviter, réduire, compenser. Et puis surtout, il faut commencer à s'adapter à ces changements-là. Parce que le jour où la mer sera dans la propriété qui valait une fortune et puis que ça ne vaut plus rien, la génération suivante, ce n'est pas les digues qui vont changer quelque chose. Hein, ben, on sera bien obligé de s'adapter au système. Alors, il faudrait que j'ai fait ce week-end, je ne vais pas faire un exposé sans photo finistérienne. Hein. Donc, tout à l'heure, je triais ça en écoutant nos amis, là. Je suis allé au Guilvinec samedi et puis en Bête de Douarnenez dimanche, là. Voilà, de la biodiversité bretonne. Vous voyez que le climat peut être très, très sympa en Bretagne. Hein. Vous trouvez des bananiers, vous trouvez des magnifiques glycides, vous trouvez des palmiers. Hein. Et puis, vous avez aussi les plages ici de la presqu'île de... à l'ouest de Douarnenez, les 130 qui sont en fleurs en ce moment. Et puis je vous ai mis un petit clin d'œil aussi sur la relation entre la biodiversité et puis les loisirs, ici. Voilà, ça c'est Valentine la langoustine. J'ai vu qu'ils vendaient ça l'autre jour au Guilvinec. C'était un peu cher quand même, je trouvais. Je n'en ai pas acheté une, je vous l'aurais amené autrement. Une petite peluche. Et ça c'est de la liaison entre le monde de la pêche et puis le monde du tourisme qui passe l'été. Gamin, je veux Valentine la langoustine, ça marchait bien. Et on a fait un travail récemment, on a listé 20 000, hein, on fait le boulot sérieusement, hein, si on veut bien publier, 20 000 références de publicité qui utilisent un animal. Le thé, l'éléphant, la voiture Jaguar, la boulangerie, les mouettes. Regardez autour, il y en a plein autour de vous. Et on les a classés. On a sorti les 10 premiers. Donc on se dit cela, tout le monde en parle partout. On rémunère personne pour s'appeler boulangerie des mouettes. Hein. On pourrait rémunérer le stock de mouettes quand même. Hein. Et puis pour le thé, l'éléphant, c'est pareil. Hein. Eh bien non, toutes ces espèces-là sont en train de s'effondrer. Ce qui vient en premier, c'est le tigre. Le lion, il reste 8% des lions qu'on avait il y a 150 ans. Il reste 7% des tigres, il reste 7% des guépards. On a tué en 40 ans, selon les pays africains, entre 52% et 97% des girafes. Pourquoi? C'est des mecs qui font ça aussi. Hein. Là, on revient à la différence homme-femme. Ce n'est pas les femmes qui font ça, hein. C'est les hommes. Pourquoi on tue les girafes? Voilà une image d'une goutte d'eau de mer chez nous en Bretagne. Où que vous ayez, c'est la même. Des centaines de milliers de microalgues. Ce sont des protistes, grosses cellules à noyau. Des millions de bactéries et des milliards de virus. Ça, c'est partout comme ça. Et ça représente 98% de ce qui est vivant dans l'océan. Hein, j'enlève toutes les baleines, les poissons. On ne pense qu'à ça, on ne voit que ça, nous. Hein. Ces micro-organismes, c'est ça le vivant. Hein, dans un sol. Ou bien, effectivement, dans de l'eau de mer. Alors, regardez, ça ressemble d'ailleurs à tout ce qui se passe au niveau interstellaire, d'ailleurs. On a souvent comparé les deux. Ça, c'est un sol. Votre jardin. On a dit les gens sont intéressés quand ça se passe chez eux. Je suis d'accord. Donc, on a dit au niveau des sciences participatives, au niveau du muséum, papillon de ton jardin. Ça, c'est très français. On adore trouver un truc que le voisin n'a pas. Par contre, papillon du centre de la Bretagne, on s'en fout. Mais papillon de mon jardin, là, oui. Parce que là, je vais trouver un truc qui ne se trouve pas chez celui d'à côté. Donc, il va être à moi. C'est ma biodiversité à moi. Et quand on arrive à faire participer les gens au sauvetage de la biodiversité, ça marche très bien. Moi, on avait sorti des papillons rares dans la haute vallée de la Durance, qui vivent que là. Dès qu'on l'a sorti partout, croyez-moi que l'Allemand qui venait avec son filet à papillons courir derrière après, il était lâché sur place. Hein. Ça marchait beaucoup mieux que par la police de l'environnement, en fait. Hein. Parce qu'on se l'était attribué. Ce papillon, il me le pique, il est à moi, il ne vit que chez moi. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle les endémiques. Un endémique, c'est une espèce vivante, quelle qu'elle soit, qui vit là et nulle part ailleurs. Il y en a en Bretagne. Vous avez le fameux Elona quimperiana, l'escargot de Quimper. Alors, il n'est pas que chez vous, il est un peu en Galice aussi. Il faut partager avec des frères de Galice, hein, mais il ne vit qu'en Galice et en Finistère et Côte-d'Armor. Alors voilà, un sol, 3,5 tonnes de bactéries à l'hectare, de champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries, des tardigrades, des vers de terre, des colamboles, des acariens, des nématodes. Tout ça, c'est le sol. Les sols, c'est 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui?
allez, 2,3 millions d'espèces vivantes. Tout compris, dans nos musées. Paris, on a un des 3 plus grands musées du monde. Hein. Il y a 3 grands. Il y a la Smithsonian à Washington, aux États-Unis. Mais c'est quand ils sont rachetés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'États-Unis quand on a commencé à faire ça. Hein. Et Londres et Paris à peu près à égalité. On a 70 millions d'objets d'histoire naturelle à Paris, et on a effectivement 2,3 millions d'espèces vivantes connues. L'humain est dedans, c'est une des 2,3 millions d'espèces connues. Et il y en a combien? C'est là que tout à l'heure, je voulais réagir sur le chiffre que vous avez donné pour l'IPBES, que c'est très... Moi, je n'aurais pas dit comme ça. 8 millions, c'est ce qu'ils estiment exister, ce n'est pas les décrites. Hein. En fait, il y en a au moins 20 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y en a 20 et qu'on en connaisse 2, j'ai regardé depuis 10 ans, ça ne bouge pas. On décrit à peu près chaque année 18 000 espèces vivantes. 100 en France, hein. Chaque année, on trouve 100 espèces nouvelles pas connues en France. 100. 700 en Europe. C'est pas foutu, il reste encore des choses. Mais c'est très petit, c'est pas, on ne retrouve pas un sanglier en ce moment ou un oiseau pas connu. Hein. Il y en a qui arrivent d'ailleurs, mais c'est pas pareil. Hein. Eh bien, à ce rythme-là, 18 000 par an, 20 moins 2, ça fait 18 millions encore à trouver. Il nous faut 1000 ans, 1000 ans pour simplement décrire ce qui est encore avec nous. Or, on sait très bien tous, sans être catastrophiste, qu'on va en paumer la moitié pour la fin du siècle. Donc là, il y a vraiment une réaction à créer. Et dans mes propos, je ne suis surtout pas là pour vous désespérer. Je suis là pour faire réagir. Si on ne fait rien, ça n'avancera pas. Einstein disait que si on prend effectivement dans nos connaissances la façon qu'on a d'analyser les problèmes comme on le faisait avant, on n'a aucun changement. Le vivant a sans arrêt innové depuis 4 milliards d'années. Il s'est adapté à tout. Des horreurs. À un moment, la Terre a été un énorme glaçon. Il restait un peu de flotte en bas. Gelé, tout l'océan était gelé. Des moments des volcanismes, nos volcans actuels, c'est des petits joueurs. Par rapport à des volcans gigantesques de l'époque, eh bien la vie s'en est tirée. Et pourquoi elle s'en est tirée? Parce qu'elle a accepté de changer. Et pourquoi nous ça va pas bien? Parce qu'on ne change toujours pas. Hein, j'ai écouté nos propos de ce matin. Et dernier écosystème, j'arrêterai là-dessus. C'est quoi ça? C'est l'intestin d'un bébé. Alors, ce qui me plaît, c'est qu'on a tous été bébés humains à la naissance. Tous, garçons et filles. Il y a des mamans ici qui certainement ont eu des bébés. Alors, mesdames, à quel moment votre petit morceau de vous-même, bon, il y a un petit spermato du papa qui a bossé à un moment, mais c'est ridicule par rapport au travail de la maman, hein, qui fait qu'il est en dehors de la biodiversité terrestre, ce bébé, pendant les 9 mois de la grossesse. Rappelez-vous précisément le moment de la rupture de la poche des os. C'est le moment où le papa commence à paniquer, il faut qu'on file à la clinique, là. Eh bien, à ce moment précis de la rupture de la poche des os, toutes les bactéries de l'organisme de la maman se précipitent et vont aller contaminer ce bébé. Un bébé, il met 2 années à stabiliser sa flore. Et ça, on l'a complètement oublié jusqu'à une époque très récente. Le mal qu'on a eu, nous, écologues, microbiologistes, à convaincre les médecins de regarder ça. Alors maintenant, ils sont à fond là-dedans, et c'est génial, on trouve plein de choses absolument géniales. Je parle des pathologies tout à l'heure, comme l'Alzheimer, l'autisme, les diabètes, les obésités, sont liées à ces micro-organismes qui sont au sein de nous-mêmes. Et regardez la relation avec le vivant. On va rester breton, là. Tara Océan. On part de l'Orient. On fait un tour du monde, 2009-2013. On ramène 600 000 séquences de micro-algues marines, des virus, des bactéries. C'est-à-dire on double le nombre d'espèces connues dans l'océan à cette époque-là. Ça, c'est 2013. C'est incroyable. Roscoff. Et là, on fait 5 papiers dans Science le 22 mai 2015. Ce bateau, j'ai des relations avec l'entreprise privée. On sait comment financer ce matin. Ça, c'est du mécénat privé. Hein. C'est bien Agnès B qui met 5 millions d'euros cash sur la table tous les ans pour que ce bateau puisse tourner. C'est aussi faisable en France. Ça marche très bien aux États-Unis. Comment on s'organise, bien sûr. Hein. Et ça, c'est quoi? En rouge, c'est des gènes que de bébés. Celui-là, là. En bleu, les gènes de ces microalgues. En gris, nous avons tous ici dans la salle, là, en commun, 1/3 de nos gènes avec les microalgues du plancton, au large des côtes bretonnes. Alors qu'on arrête, encore une fois, d'imaginer qu'on est complètement à part. On est dedans. Et quel est le but de mes propos ici ce matin avec vous? C'est de vous dire, nous en faisons partie, on n'est pas à côté. Et dès le moment où on admet qu'on est dedans, ça change tout. Vraiment quand même stupide pour une espèce qui s'est elle-même appelée Sapiens d'aller détruire un système dans lequel on est. Si on en fait partie, chaque fois que j'agresse le vivant
que je mets des saletés sur le bord de mes routes, que ça sèche ma mare, que je coupe ma forêt, que je fais ceci ou ça dans mon jardin, chaque fois, je m'agresse moi-même. C'est pas très finaux finalement. Ça, c'est très important à prendre en compte. Et pour vous achever, ça, c'est votre lit ce matin. Ici, là, voilà. Chaque humain, parce qu'il a dormi dedans pendant la nuit, a dans son lit chaque matin entre 1 et 2 millions d'acariens. En fait, je dis souvent à mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine ou votre copain. Qu'est-ce qu'ils bouffent? On dort tous dans des lits humains. Alors, en plus, mon truc, ça marche. Quand on dort tout seul ou à deux, ça marche, mon truc, là. Hein. Ça marche très bien. Hein. Eh bien, il y a des tas d'humeur dans un lit humain. Et bien, ils bouffent ça. Ils bouffent des cellules de la peau qui se desquament, des cheveux, des poils, des tas de trucs. Et une copine, je lui avais montré ça. Elle me dit, mais c'est dégoûtant ton truc, là. Elle me dit, moi, j'ai une petite fille, elle a 2 mois. C'est pareil. Ben, j'ai dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va mettre la petite fille, elle va la prendre dans ses bras, la cajoler, laisser un beau soleil breton au mois d'août qui va frapper les draps, ça marche. Par contre, si elle la prend, elle la cajole, elle la câline, elle lui donne son bain, et elle la remet à 37 en bonne humidité, là, je double la population d'acariens pour le lendemain. Voilà, c'est tout. C'est ça, la relation d'humain au vivant. Et là, si je vous ai convaincu déjà sur le fait, parce que là, on dit, il ne faut pas convaincre, je ne suis pas d'accord. La première chose à convaincre, c'est dire qu'il faut s'en occuper. Ce n'est pas leur dire, il faut faire comme ça ou comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on doit convaincre qu'on ne peut pas ne pas se préoccuper de ces questions particulières qui sont là. Alors, regardez, nos anciens. J'ai eu la chance, je suis un des rares privilégiés, je suis allé à Chauvet à l'original 2 fois. On laisse y aller 2 fois 5 individus par an. Vous voyez, c'est un sacré privilège. Moi, j'en pleure à chaque fois. Je me laisse dans un coin, on est 5, je laisse partir les autres. Je ne les connais plus, là. Hein. Et j'éteins tout, je suis dans le noir complet, à 300 mètres de l'ouverture de Chauvet. 37 000 ans. Lascaux à 20 000. C'est 2 fois plus ancien que Lascaux. Qui dessine comme ça dans la salle, ici? Il y avait en France des rhinocéros, il y avait des panthères, il y avait des hyènes. Il y avait des lionnes. Et deuxième question, souvent je me bats comme ça avec le monde actuel, à quoi ça sert? À rien. À rien. En plus, vous dessinez dans un truc tellement loin, tellement difficile d'accès que personne ne va jamais voir ce que vous avez dessiné. Regardez un enfant quand il dessine, maman, il montre son dessin. Puis jamais le gamin va redessiner sur un truc qu'il a déjà dessiné. Oui, il passait par-dessus. Hein, il y a 3 rhinocéros par-dessus, il y a un lion qui revient par-dessus. Ça peut être à des époques différentes. Hein. Arrêtons tout le temps de dire on ne s'occupe que des choses qui servent à quelque chose. Et puis ce matin, réfléchissez au nombre de choses que vous avez faites avant d'arriver ici, ou maintenant, là, qui ne servent absolument à rien. Et venir m'écouter, par exemple, ça ne sert à rien, mais on prend du plaisir ensemble. Et c'est là, effectivement, qu'il faut qu'on change nos paradigmes et nos façons de faire. Il n'y a pas que l'utilité, et en plus souvent immédiate dans nos civilisations actuelles. Alors tout ça, c'est fait avec la technologie de l'humain, et c'est ça qui a tout changé. Au début, l'humain ne faisait pas beaucoup de mal à son environnement. Hein. Il y a 3 millions d'années, Lucie, bon, elle essaie de gratouiller un bout de bidoche de zèbre tué la semaine précédente sur un cadavre. Après que soient passés les hyènes et les vautours, pas très facile. Hein. Eh bien, c'était l'invention, le biface. Les polytechniciens de l'époque inventent le biface à 3 millions d'années. Et pendant 3 millions d'années, le biface est le seul outil et la seule arme de l'humanité. On n'a que ça. Il y a un très beau gisement tout près d'ici, à Kerwouster, en Gwengat. Mousturiens, il y en a 120 000 à peu près. C'est des Néandertaliens, c'est même pas des sapiens. Encore plus, c'est plus vieux. Eh bien, ce gisement-là est incroyable. Il donne un tas d'outils assez extraordinaires, en fait. Hein. Et vous voyez qu'après, on va changer de ça à ça. C'est l'arme de jet. Et tout va changer à ce moment-là. Vers 8000 ans, on invente l'arc, la flèche, le propulseur, la lance. Et ça va tout changer. Parce que là, on tue à distance. Et ça change tout. Quand les chasseurs m'énervent trop, ça m'arrive des fois. Je dis que je te file un biface, va me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Avec un flingue, c'est facile, je tue mon truc là de l'autre côté, bah, c'est n'importe qui. C'est là que tout a changé. Et puis l'horreur, bon, la roue, ça fait 7000 ans, ça a bien servi à l'humanité. La poudre noire, 1250, un jeu chinois. Et quand je suis aujourd'hui à la frontière du Congo, à voir ces gamins, ils ont 14 ans. Ils sont tous des kalachnikovs chinoises. Ils sont nus, ils ont un pagne, ils ont des peintures de guerre sur le corps. Et ils me tuent tous mes éléphants, tous mes girafes, tous mes crocodiles, tous mes hippopotames, tous mes rhinocéros. Je dis mais exprès. Hein. Encore une fois, c'est des mecs qui font ça en plus, c'est pas des femmes. On revient encore aux différences que je faisais tout à l'heure sur les systèmes. Donc c'est vrai que là, voilà, cette pseudo-domination que l'humain croit-il sur la nature, il est là en fait. Hein. On a inventé la domestication, les âges des métaux, les villes, et puis la poudre noire, la machine à vapeur, les moulins à eau et à vent, les vaccins, les avions, les antibiotiques, les matières plastiques, et l'humanité s'est développée.
5 millions ici, 8 milliards. On arrive à 8 milliards là. Et sans les mesures que la Chine avait prises il y a une trentaine d'années pour limiter les naissances, il me disait on a empêché à peu près la naissance d'un demi-milliard de bébés. On doit être 7-8, on sait 8-3. Et on prévoit 9 et 10 et ça va s'arrêter quand. On est sur un asymptote, les démographes nous le disent, mais on va arriver à 10 milliards. Donc la question elle est claire, est-ce qu'on peut alimenter 10 milliards d'humains? C'est une vraie question. Dans quelles conditions? Le problème, ce n'est pas la production absolue de ce qu'on peut faire. C'est la distribution et la répartition de ces ressources qui posent ce genre de problème, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent rayer, là, lui? J'ai dit un truc qui ne lui plaisait pas, hein. Il fallait sur l'ordi, là. J'ai dit un truc qui ne lui plaisait pas, hein. Demain, on sera parti, c'est comme ça qu'on fait? Donc, c'est une vraie question, la technologie a été liée. Les avions, je prends les avions. Les frères Wright font voler le premier avion. Le premier qui a volé, c'est notre ami Jean-Marie Lebrise, mais enfin, il n'avait pas de moteur là-dessus, rien du tout, hein. En fait, il a fait des soubresauts tirés par une charrette, comme ça, il a fait ça. Mais c'est le premier qui a décollé, hein, en s'inspirant d'un albatros. Les frères Wright s'inspirent d'un vautour. Et l'avion vole avec des moteurs, et ils décollent, ils font un petit tour, ils reviennent. Eh bien, on n'aurait jamais inventé les avions sans les oiseaux. Jamais. Un vautour, une chauve-souris pour Clément Ader. Vinci avait dessiné des systèmes qui ressemblaient effectivement aussi aux chauves-souris. Alors, Nicolas Hulot donc, annonce son plan biodiversité il y a juste un an, c'était en juillet 2018, et il dit « L'homme est une arme de destruction massive du vivant ». Je n'aurais pas dit comme ça, parce que quand on dit ça comme ça, on sort l'humain du vivant, alors qu'il est dedans. Et puis il fait son plan. Un plan par-dessus un autre, on les connaît aussi au niveau des départements, des régions. Nous, écologues, on ne trouve pas ça assez ambitieux. Il faut qu'on passe la vitesse supérieure, bien sûr. Maintenant, quand Nicolas est parti, il a dit, je travaille beaucoup avec lui. J'ai passé 2 ans avec Ségolène Royal et après quelques mois avec Nicolas en m'occupant de l'outre-mer. C'est clair qu'il dit, on avance trop à petits pas. J'écoutais ce matin, quelqu'un a dit, on fait des petits pas. On a parlé du colibri aussi, c'est une jolie image. Et Marc Fontcave, qui est le patron du Collège de France, disait après lui, tu sais, mais on ne peut pas ne pas avancer à petits pas. Sauf que quand même, il y a des révolutions technologiques qui peuvent nous faire changer beaucoup plus vite. On a parlé ce matin de l'hydrogène. On attend, bien sûr, hein. Le nucléaire a montré effectivement ses limites. Ça sert encore pour un petit peu de temps. Mais juste une remarque. Nucléaire et environnement. 7 des 8 réacteurs belges en ce moment nucléaires sont arrêtés. Il n'y a plus d'eau pour les refroidir dans les rivières. Les glaciers de Zangotard fondent incroyablement. C'est tout le débit du Rhône. On voyait que tout est lié. Et nous, ici, scientifiques et monde politique, on doit absolument tenir compte de tout ça. Tenir compte du tout. On revient à la prévoyance que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, il s'est passé un événement incroyable. Bon, j'inspecte mon temps. Nous sommes le 8, alors c'est un petit peu après, le 8 juillet 2018, nous sommes à Longchamp chez Yab, je sais pas ma tasse de thé Yab, mais il a prêté ses locaux, il y a un tous Bertrand, pour qu'on fasse une réunion sur Act for Nature. 100 entreprises françaises s'engagent pour la biodiversité, comme il l'a fait pour le climat 80 ans. On s'engage, on va faire attention maintenant dans nos pratiques industrielles de tous les jours. C'est vrai qu'il y a des très beaux discours. Sénard, par exemple, qui à l'époque était à la tête de Michelin, a fait un discours extraordinaire, hein, j'admire beaucoup. Maintenant, il a pris Renault. Par contre, quand j'ai écouté Bayer et BASF, je n'ai pas vraiment été convaincu, en fait, par leur vertu environnementale. Et là, le Premier ministre fait un lapsus monstrueux. Alors Nicolas me dit tous les jours déjà que je suis tout seul, personne ne m'écoute, au Conseil des ministres ou dans la rue. C'est vrai qu'on est là, je me le reproche beaucoup. Quand le 20 mai 2018, il monte à l'Assemblée nationale et qu'il dit « Indignez-vous !» On vient de publier des papiers que je vais vous montrer maintenant sur l'effondrement des oiseaux dans les territoires agricoles, beaucoup en Bretagne d'ailleurs, et puis également l'effondrement des insectes qui volent. Il nous manque les 3/4 des insectes qui volent sur 27 ans. Il nous manque 30% de nos oiseaux sur 12 ans. Et ce matin, vous avez justement parlé d'accélération. Pourquoi il faut qu'on réagisse beaucoup plus que ça? Parce que l'accélération est totale. On a 1000 fois plus des raisons d'agir maintenant qu'il y a 10 ans, en fait. Ça s'accélère tellement vite qu'on va arriver à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura plus de résilience, ça n'existera plus. Donc c'est là, effectivement, encore une fois, hein, je ne fais surtout pas de catastrophisme. Ce n'est pas mon style du tout. Mais je vous pousse à réagir. Et récemment, une dame disait, on était au plan climat, vous savez, 1000 milliards d'euros pour le plan climat, là. Et la présidente de la Compagnie Générale du Rhône qui dit, bah, les enfants, écoutez, nous on a raté, vous allez réussir. Ça m'a foutu en boule. On n'a pas le temps d'attendre une génération. C'est trop facile de dire aux gamins d'aujourd'hui, nous on a fait n'importe quoi, et vous allez résoudre la question. Et j'ai plein d'amis, je ne sais pas si c'est vrai ici dans la salle aussi, qui me disent, bah, tu sais, les petits déjeuners avec les gamins, maintenant ça devient compliqué. Hein.
Et les repas aussi, hein. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous bouffez? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on va revenir à cette jeune fille, Greta Thunberg. Je vais faire une conférence avec elle à Copenhague au mois de septembre, qui dit, mais attendez, votre niveau d'égoïsme, d'inconscience et puis de cynisme est incroyable par rapport à cette génération-là. Et c'est vrai. Alors oui, je reviens au lapsus du Premier ministre qui n'a pas arrangé les choses. Il le présente, M. Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Ah, j'aurais pris un coup au plexus solaire, c'était pareil. J'ai vu mon Nicolas qui s'affichait un peu plus. Et le 28 août 2018, il annonçait sur France Inter son départ. Voilà l'article qui a fait basculer ma vie. Vous voyez, je dis ça souvent aux jeunes, comment ça marche une vie de chercheur. Moi, je suis endocrinologue, c'est mon métier de base, hein, j'avais mes labos. 20 ans à Brest, à l'époque, j'arrivais à Bagnols-sur-Mer, ce petit village catalan, pour prendre un gros laboratoire. Je faisais ma recherche fondamentale sur mes hormones, j'adorais ça. Je lis ce papier, Science 2001. Qu'est-ce qu'ils disent? L'humain est devenu la plus grande force d'évolution de la Terre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte là? Moi, j'avais passé ma vie à étudier l'influence de la longueur du jour, du sel de l'océan, de la température de l'air et de l'eau, de la présence d'oxygène. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors j'arrête, je suis comme ça, je dors pas. Pendant 3 mois, je lis tout ce qui a été écrit là-dessus et je bascule quelques mois après. Je suis invité à faire la première conférence au Collège de France en 2006 et puis je bascule au Muséum d'Histoire naturelle en 2007, hein, où je prends la présidence donc en 2009. Et ça a lancé 2 séismes dans la science. 14 novembre 2017. Le Monde sort un papier signé par 15 000 scientifiques. On dit au monde politique, s'il vous plaît, demain il sera trop tard. Vous allez voir comment on communique, c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Donc tout le monde signe ça, on est tous contents, c'est bien. Ça fait du buzz une semaine, et puis on n'a pas vraiment changé. Hein. Et puis le président Macron réagit quand même, 2 ans après la COP21, il organise le Earth Planet Summit à la station F et puis à l'île Séguin à Paris, et il dit au monde politique mondial, nous ne prenons pas le chemin financier de résoudre l'accord de Paris. Et puis ça, c'est le journal, il y a une semaine, voilà, Le Monde, après la publication du rapport de l'IPBES que vous avez cité ce matin. Vous voyez, le style a un peu changé. Alors, on passe du catastrophisme trop fort en disant « il n'est peut-être encore pas trop tard pour agir ». Moi, j'y crois très fort, hein, sinon j'arrêterais de déblatérer si je croyais que c'était foutu. Hein. J'irais faire autre chose. Hein. Donc c'est là que... Et surtout pas dégoûter nos jeunes, c'est très important. Ce matin, on parlait tout à l'heure des filles dans les formations très difficiles, comme par exemple l'agro ou bien l'école veto. J'ai 90% de filles à la veto à Lyon, 75 à Paris, j'ai 75% de filles en médecine maintenant. Hein. Elles ont 22, 23 ans, je ne suis pas là pour les dégoûter. Hein. Mais leur dire qu'elles ne vivront ni comme leur maman, ni comme leur grand-maman. Et ça, on peut le faire. Donc voilà la question. Avant, on se posait, est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Ou est-ce que je ne vais pas être bouffé aujourd'hui? Ça, c'est la question. Bon, ça ne pose plus tellement. Sauf que récemment, je faisais une conférence à l'île de la Réunion. Puis là, ça a résonné un peu étrangement parce que je ne pouvais pas aller à la plage parce qu'il y avait les requins bulldogs qui nous attendaient là pour nous mordiller les mollets. Donc bon, enfin, globalement, quand même, c'est pas tous les matins ce qu'on se demande ici à Quimper. Manger, les gens se posent la question. Et voilà, tout est autour de ça. Énergie, eau, biodiversité, climat, pollution, interaction, du feu à l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, tous les hic, nanotech, robotique, numérique, biotechnologique, comment on gère ça? Et la question, elle est claire. Moi, je suis très disciple d'Edgar Morin, on se connaît bien, on fait beaucoup de choses ensemble. Edgar arrive à 100 ans. Edgar est né en 1921. On le tient encore, là, avec nous. Hein. On a fait un duo il n'y a pas quelques jours, là, à Montpellier. Quand il dit, devant la révolution de la science et des connaissances aujourd'hui, ce qui n'avance pas du tout, on reste dans la barbarie sur l'usage que l'on va en faire. Et c'est là que la question est très intéressante. Il dit aux femmes aussi, et c'est très vrai ce qu'il dit, chaque fois que l'humanité, genre quelqu'un parlait de Mad Max si on n'avait plus de pétrole, là, ça serait très bien si on n'avait plus de pétrole, on ferait autre chose. Si jamais effectivement on revenait à la barbarie, ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Il disait aussi au président Macron il y a quelque temps, mais vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en laissant une grande partie des gens de côté, on l'a vécu ici aussi, hein, le premier gourou qui passe, il gagne. Ben, des gourous, il y en a pas mal en ce moment qui nous attendent au coin du bois. Ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, en Hongrie, ou bien récemment en Italie. Dans un contexte général de démographie et de ressources. Et quand Paul Ehrlich est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelques années, il fait sa leçon inaugurale. Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Oui, en changeant.
Voilà, et ça déclenche ces mouvements qu'on a bien connus partout en France. Ça a été très violent à Bordeaux, à Toulouse, je ne sais pas comment c'était en Bretagne, mais c'est vrai que là, c'est très compliqué, c'est un nid avec plein de têtes, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on nous dit au même moment, je vais payer moins d'impôts, mais je vais plus d'aide sociale, je ne sais pas comment on fait, donc, parce que c'est le désarroi. Et il y a eu cette phrase de Jean Covici que je trouve magnifique en octobre dernier, en novembre, au premier mouvement des Gilets jaunes, quand il a dit « D'un côté, c'est la fin du monde, ce qu'on évoque ce matin ensemble, changement climatique et effondrement du vivant. En face, c'est la fin du mois. Et la fin du mois, elle revient tous les mois. Et quand tous les mois on a la même question, on ne s'occupe pas de la fin du monde. Et ce qui m'ulcère en ce moment, c'est que certains ont voulu faire croire à ces gens-là que l'écologie, c'est un sport de riches. Vous savez, si ça va mal, qui va trinquer en premier? Ce sont encore les mêmes. Or là, si on ne fait rien, ça va vraiment aller mal. Donc voilà pourquoi il faut qu'on se batte tous collectivement. L'écologie, elle est partout. Et c'était notre appel qu'on avait fait dans Le Monde il y a quelque temps à tous les chefs d'État. Préoccupons-nous en premier aspect du changement climatique et de l'effondrement du vivant. Le reste, c'est accessoire. Voilà, les femmes africaines, j'en parlais tout à l'heure. Comment vous faites les filles, là? Tous les jours. Elles font maintenant 15 km pour trouver de l'eau de plus en plus lointaine, de plus en plus souillée. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. La démographie, comment je la résous? Je mets les filles à l'école, je résous tout. Si, aucune gamine n'a envie d'avoir 14 gamins quand elle est allée à l'école. Ensuite, le problème, il est très clair, c'est qu'elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne vont pas à l'école, elles n'ont pas de salaire. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et en plus, pour finir, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. On a calculé en milliards d'heures de travail en plus que devront faire les Africaines simplement pour répondre au changement climatique. Si ce n'est pas d'injustice, dites-moi ce que c'est. Quand les talibans reviennent à Kaboul, c'est pas vieux, hein, c'est printemps 2012. Première mesure en Afghanistan, les petites filles ne vont plus à l'école. C'est un crime contre l'humanité. En plus, on se prive des ressources géniales des femmes qui ont des tas de solutions à apporter à ces questions-là, des sensibilités pour les recevoir, les analyser, les déduire. Et je terminerai sur un fait terrible qu'ont publié les Nations Unies en 2015, au moment de la COP21. Chaque fois que survient un très grand accident, un volcan qui crache, un tsunami, 70% des victimes sont des femmes. 70% des gens ultra pauvres sont des femmes. Il y a vraiment là une question où l'humanité devrait avoir honte. Moi, en mal d'homo sapiens, j'ai honte, hein. Mais c'est pas possible, quoi. Mais il faut dire qu'on était dans un pays où les types trouvent normaux que les femmes ne votent pas en 1947. Il faut quand même le faire, quand même. Donc vous voyez qu'il y a un vrai combat qui est lancé là-dessus, qui est très très important. En vous, je vous félicite parce que là, je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle. Voilà, ça c'est l'IPBES, il y a une semaine. Hein. 132 États réunis qui concluent qu'on pourrait perdre 1 million d'espèces. Je n'aurais pas dit comme ça, en tout cas, ça a coûté 3 ans de travail. On a analysé 15 000 références scientifiques. Et tout ça nous permet de nous dire aujourd'hui de façon solide que nous sommes en train de perdre le vivant qui nous entoure. Regardez cette courbe, elle est monstrueuse. En vert, c'est le vivant, sauvage. Il y a 10 000 ans, quand les chasseurs-cueilleurs bretons devenaient des agriculteurs-pasteurs, ici. Et bien voilà ce qui reste du vivant sauvage aujourd'hui. Et là, vous avez l'humain et les animaux domestiques. Ça explose. Alors, je suis entièrement d'accord avec la Canadie, je ne suis pas vegan, hein, mais il faut consommer beaucoup moins de viande. Avec Thierry Marx, je travaille beaucoup avec lui, il me faut des gens comme ça qui m'aident à passer des discours. Avec Thierry Marx, c'est 20%, faites-le tous les jours chez vous, hein, 20% de protéines animales. Et on résout le problème du changement climatique. 20% de protéines animales et 80% de végétales. Si tous les jours vous y pensez, ça changera beaucoup de choses. Puis vous serez beaucoup moins malade, vous ferez beaucoup moins de maladies cardiovasculaires en plus, et vous résoudrez les questions. Voilà l'épée de la crise écologique, productivisme agricole, on peut très bien changer ça. Pénurie d'eau potable, on peut très bien changer ça. Ressources halieutiques, la pêche, on peut très bien pêcher sans surpêcher. La forêt, on peut arrêter de la couper. Il part l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne chaque année en forêt tropicale. Vous avez mon image de la Guyane tout à l'heure? Plus de la moitié de ce qui vit sur la Terre est dans les forêts tropicales. On coupe, on coupe, on coupe. Pour faire du soja, pour faire de l'eucalyptus, on a dit, c'est monstrueux. Et tout le monde trouve ça normal. Le vivant s'en va, et surtout, on pollue tout partout. Même des zones où on n'est pas. Ça, c'est le grand mal depuis les 3 siècles écoulés, en particulier en mer. On ne peut pas détruire la mer. On détruit le littoral, ça c'est vrai. On pollue horriblement l'océan. On parle du plastique, mais il n'y a pas que le plastique, bien sûr. Et voilà, le changement climatique, je vous dis tout à l'heure que ça, c'est pas encore résolu. Combien de temps il me reste là? 5 minutes, d'accord. 5-10, ok.
Alors, question posée par des collègues géologues il y a quelques années, est-on en train de créer les conditions de la prochaine crise d'extinction? Je ne suis pas fanat de cette idée-là, mais bon. Parce qu'on détruit et on pollue. Regardez la plage ici, là. Si vous trouvez 20 cm² pour mettre un gant de toilette, sans marcher sur les trous de nez de la copine, vous avez gagné. Hein. C'est en Chine, c'est au Brésil. Alors là, ça, c'est fabuleux, parce que on va revenir tout à l'heure à Banyuls. Vous allez à Banyuls, c'est pire à Banyuls qu'ici, qu'à Bénodet, un 5 juillet, un 10 juillet, tout le monde est à la plage, on se baigne là, tout le monde, à 17h25, quand on se fait une étape du Tour de France, on va se baigner dans une flotte qui est bourrée de streptocoques fécaux. Et on a économisé 6 mois pour tous se baigner à la même heure dans une flotte que, on a fait des prélèvements, est monstrueusement toxique, quoi. Et ben voilà, ça c'est Homo sapiens. Je pense quand même que je n'aurais pas appelé sapiens. Oui, comment, je ne vous ai pas dit comment ça s'est fait, en fait. Hein. On est en 1758. Linné est un savant suédois. Il n'a pas de nom. À l'époque, on ne donnait pas de nom aux gens. Donc, comme il est botaniste, on l'appelait Monsieur Linné, Tilleul en suédois. Monsieur Tilleul. Monsieur Tilleul invente la classification binominale. Chaque espèce vivante a un nom de genre et d'espèce. Donc, il y a Canis canis, le chien, Canis lupus, le loup, Escherichia coli, notre bactérie chérie, là, qui est super sympa et qui vous tue quand ça va pas bien. C'est pas inintéressant, ça aussi, de voir comment. Et puis, il crée Homo sapiens, l'homme qui sait. Quand je regarde le journal, je me demande si j'aurais appelé comme ça mon premier adjectif, hein, alors qu'il avait déjà appelé des trucs atrox, férox, horribilis, horridus, nous appelle sapiens. Arrogance, on ne joue pas tout à l'heure. Non, il était super arrogant d'ailleurs, Linné, parce qu'il dira un jour, on était à l'époque, il dira « Dieu a créé, Linné a organisé la création divine ». Il y en a encore un peu des comme ça dans le monde politique encore aujourd'hui. Hein. Vous montrez un peu que... Oh, il ne pouvait pas saquer Buffon, qui était à l'époque à la tête du Jardin du Roi, parce qu'il n'y avait pas encore de muséum à l'époque. Et alors, pour embêter Buffon, il va choisir l'animal le plus laid d'Europe, le crapaud pustuleux, qui pour l'éternité s'appelle Buffo, 2 fois. On détruit, on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et le climat change. Je prends un exemple, celui-ci, il s'appelle Alexandrium, il est fréquent ici, sur les côtes bretonnes. C'est un petit dinoflagellé, qui est mignon comme tout, sauf que quand on l'embête, il émet une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et il fait le tour du monde dans les cuves de pétrole géants. Il n'y a pas eu de grave accident en Bretagne, il y a eu un ou deux, très peu par rapport à d'autres pays. Vous allez dans le sud du Chili, des zones où vous ne pouvez pas manger un coquillage, hein, c'est mortel. Hein. Donc c'est des questions super intéressantes. Ils font le tour de tout partout. Alors ça, c'est les papiers qu'ont fait partir Nicolas Hulot, l'effondrement des oiseaux dans les terrains agricoles, en Allemagne, en France, les insectes volants. Celui-ci, en février 2019, nous dit que partout, en 12-30 ans, les insectes se sont écroulés. Et la cause, clairement, là, c'est les pesticides. C'est le travail qu'on a fait sur les animaux qu'on aime beaucoup, hein, le tigre, le lion. Et on montre que le paradoxe actuel, c'est que finalement, même ceux qu'on aime, on est fichu de les protéger. Donc il y a une vraie question, il faut bien qu'on change, pas qu'on continue comme ça, bien sûr. Hein. L'avenir agricole, c'est nourrir 9 milliards d'humains demain, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. Donc c'est une vraie... Moi je suis d'accord avec le monde paysan, il faut produire plus, sans augmenter la surface. Il faut intensifier, mais sans chimie. En tout cas, pas la chimie actuelle. Et c'est jouable. Moi j'ai des amis qui font... J'ai un copain, il a 140 hectares en Vienne, mais il fait de la polyculture. On ne fait jamais sur une parcelle la même plante tout le temps, en permanence. Le vivant n'a jamais inventé ça. Vous savez quel est le record horrible de l'humanité là-dessus? Vous allez à l'hôpital quelquefois, hein. Ce sont les maladies nosocomiales d'hôpital. Quimper, j'ai connu ça. J'ai vu ça à la ENEC, là. Vous avez des salles où il reste un seul être vivant, ultra banal, un pseudomonas, un aéromonas, un staphylocoque. Si vous amenez un type là-dedans, il est mort. Il résiste à tous les antibiotiques. Ça, c'est une invention de l'humain. Il n'y a aucun écosystème où il reste une seule espèce. Et récemment, on a fait un séquençage sur des porcheries industrielles, je pourrais le faire en Bretagne, hein. Ça fait par des collègues allemands, 20 cm de terre sur la porcherie, qu'elle a depuis 15 ans. Ça grouille de molécules d'antibiorésistance. Je prends un peu de terre de celle-là, je la mets dans l'huile et je tue tout le monde. De qui se moque-t-on? Comment on joue? C'est de l'écologie de base, bien sûr. On a sélectionné des choses qui sont ultra dangereuses par nos pratiques. Ne pas gaspiller l'eau, ça on le sait très bien. En gros, l'eau, c'est 80%. Pour moi, il faut arrêter les pesticides et insecticides dangereux, diminuer les engrais, ça c'est clair. Faire des produits sains, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, ils ne sont pas sains, je suis désolé. Sur une pomme qui n'est pas bio, vous retrouvez 10 pesticides différents. De qui se moque-t-on? Et surtout, ce qu'il faut tuer, là je viens à l'aide du monde agricole, arrêtons
ce qu'on a inventé il y a 15 ans, le low cost en matière d'alimentation. C'est la pire des choses qu'on a inventées. Acceptez de payer ce que vous bouffez. Dans un panier aujourd'hui de courses au supermarché, la bouffe c'est 14-15%. C'était la moitié il y a encore 30 ans. Et en face de ça, les mêmes achètent des trucs totalement inutiles. On veut le dernier modèle de smartphone. Vous avez des gamins en France qui font 2 nuits de queue face à la FNAC pour acheter le dernier modèle de smartphone. Mais comment on les a élevés? On ne cuisine plus. On en a parlé, c'est absolument important. Là, on a vraiment de gros efforts à faire. Et vous savez, tout ça, c'est quoi? C'est que de l'éducation. De l'éducation. De l'éducation. Ne pas détruire le vivant, en tirer parti. Faire de la polyculture. Et créer d'emplois, parce qu'on ne pense pas que dans les villes, il y a une fabuleuse source d'emploi au niveau du monde agricole. Ça, c'est pour montrer, nous voulons des coquelicots, montrer que le miel de... Ça, c'est fait dans les Deux-Sèvres. Le miel des Deux-Sèvres, il est fait à 60% de pollen de coquelicots. Et quand vous voyez des coquelicots dans un champ, souriez. Ça veut dire que le sol n'est pas encore mort. Quand vous n'avez aucun coquelicot, votre sol est foutu, il n'y a plus rien dedans, rien du tout. Alors, le rôle du paysan, c'est pas de faire des coquelicots, je suis bien d'accord. Mais un petit clin d'œil rouge de temps en temps, c'est vachement sympathique. Voilà, bon, je passe sur le climat rapidement, ça vous connaissez bien. C'est tout ça le climat. Bon, il va trop vite le climat, ça c'est des arbres dans l'est de la France qu'on a travaillé. Vous voyez qu'on a un modèle mathématique. En rouge, c'est le modèle, en vert, c'est ce que font les arbres sur 18 ans. Ben, ils sont montés de 100 mètres d'altitude. Ils ont fait le boulot. Ils n'arrivent pas au niveau du sol, quoi. Le climat change trop vite pour aider l'arbre à pouvoir s'adapter à ces conditions-là. En fait, ce n'est pas le climat qui change qui nous embête, nous scientifiques. Hein. C'est qu'il change trop vite. C'est ça, en vrai, la question aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un joli travail de sciences participatives. C'est une jolie solution à nos problèmes. C'est développé aussi en Finistère, on le fait. Hein. Faire participer les citoyens à la recherche, tous ici dans la salle. Ce travail-là, il est publié grâce à 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Quel labo peut se payer ça? Et qu'est-ce qu'on démontre? En 18 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114. Et ça continuera. Pour 1 degré de plus à la plaine bretonne, ici, ils devront faire 250 km vers le nord. On va les perdre. Bon, on va voir les Marocains arriver, vous me direz. Hein, ça va être comme ça, en fait. Hein. Dans l'hémisphère nord, on migre vers le nord. Dans l'hémisphère sud, on migre vers le sud. Bon, ça c'est le travail qu'on fait avec les vignerons, qui eux rigolent pas du tout avec le changement climatique. C'est pas une histoire d'écolo farfelu. Croyez-moi que la remontée du niveau de la mer et puis le changement de la température du sol, pour la vigne, c'est la température du sol qui est importante, pas celle de l'air. Hein. Bon, on travaille beaucoup là-dessus. Comment adapter les cépages, de la génétique, des pratiques également, bien sûr, viticoles, hein, qui sont en plein changement aujourd'hui. Dans un contexte clair, on s'est engagés tous en Bordelais, maintenant grâce au projet TIGA, plus un pesticide sur la vigne à l'horizon 7 à 8 ans. Même les grands crus, hein, vous allez en Sauternay aujourd'hui, vous allez en Saint-Émilion, tout est en biodynamie déjà, hein. Les vignes sont vertes, il y a des coquelicots. Voilà, je finis sur l'océan, ben, ça c'est l'océan, Cette ville se prétend être la plus grande défonceuse de l'océan sur la Terre. Ils construisent en ce moment un énorme truc ici, là, il y a 80 mètres de fond ici, là, avec des immeubles gros comme ça dessus. Le littoral est parti. Ça c'est la pêche qui vous montrait que ben, on a tué tous les plus gros. Puisque vous voyez qu'en 1920, on pêchait des thons d'une tonne. Hein. Et aujourd'hui, ça c'est un truc de mec, ça. Les mecs veulent les plus gros trucs. J'ai le plus gros, moi. C'est pas un truc féminin du tout, je veux le plus gros truc. Et la virilité, elle a pris un sacré coup, parce qu'en 80 ans, ils gagnent avec 240 grammes le concours de pêche. Et ça, c'est partout comme ça. Il y avait des morues de 200 kilos en 1902. La plus grosse, elle fait quoi, 25? Ils sont partis. Je termine. Je vais passer là-dessus. Bon, tout va vers le nord. Hein. Nos poissons bretons, ils font 27 km par an vers le nord. Le plancton, 47 km par an vers le nord. Ça part. Bon, observation satellitaire de la Terre, c'est fondamental. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas travailler sur le climat. Or, c'est ce que M. Trump a coupé la première fois. Hein. Il a coupé l'observation satellitaire par la NASA de la Terre, alors que c'est là qu'on sort toutes les données intéressantes. Les maladies, bah, tout ce qui est lié, bien sûr, à ces problèmes d'émergence. La pauvreté étant la plus grande maladie de l'humanité aujourd'hui. Je passe là-dessus aussi. La bio-inspiration, bah, venez à Saint-Malo lundi prochain, je ferai une conférence sur la bio-inspiration, le soir. Voilà, et je finis simplement sur le fait que l'humain croit que tout va pour le mieux. Je vais prendre 3 critères. On a publié un papier l'an dernier. On vit plus longtemps, faux. On a vécu sans arrêt plus longtemps jusqu'en 2008, ça fait 10 ans que ça s'est arrêté. On est de plus en plus grand, faux. On n'a pas arrêté de grandir entre 1860 et 2008, terminé. Vous savez quels sont les plus grands humains d'un garçon et fille mélangés d'ailleurs? Ce sont les Hollandais. Troisième critère, on est de plus en plus performant. Vous allez voir les performances. Alors, on a fait un travail, nous, où on montre que
on a effectivement pris de l'âge, mais qu'aujourd'hui, si je rajoute l'énergie, donc la démographie, c'est un travail qu'on a publié il y a 3 ans, l'espérance de vie et ici la consommation énergétique, on va plutôt vers une diminution. Ça ne sera pas mauvais, on vivra en bien meilleure santé jusqu'au bout. Parce que vous vous rendez compte ici, très bien sur ces courbes qui sont ici, que dépasser 104, 105, c'est très compliqué, ça coûte beaucoup d'énergie. On a de plus en plus de centenaires, c'est très clair. Et en rouge, les filles vivent beaucoup plus longtemps que les garçons, ça c'est très clair. Hein. Mais il y a un moment où ça coûte très cher en énergie, et j'ai fait un truc qui est très pas correct, j'ai calculé le coût énergétique de Jeanne Calment. Eh bien, il n'y a pas d'énergie pour amener 8 milliards d'humains à 122 ans, 4 mois et 17 jours. Voilà. Et je finis là-dessus, donc ça c'est vrai qu'on a publié sur les... Là on prend le 800 mètres plat, le saut en hauteur et le lancement du poids. Et vous voyez, on est au taquet partout, hein. Là, vous voyez très bien Jeanne Calment, ça c'est l'âge ici qui est là, voilà. Alors sur les femmes, regardez les filles là. Lancement du poids, qu'est-ce que vous faites? Aucune femme ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. Voilà, c'est ça, Homo sapiens. On n'arrive pas, on triche, mais on ne triche pas avec la nature. On va voir ce que j'ai écrit au Robindo, je vous laisse le lire. À l'époque où il n'y avait ni écologie, ni écologisme, hein. Un des grands penseurs indiens. Et je finis sur mon copain Edgar Morin. Voilà, il y a un mois, on était make it à Montpellier. Il dit la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. La science, la technique, l'économie et le profit. Dans une société capitaliste, pourquoi pas? Quel profit, quelle technique, on peut discuter. Mais il dit chacun de ces moteurs est ambivalent. Il peut très bien aider l'humanité ou être très mauvais sur l'activité de l'humanité. Il dit le probable est catastrophique, je vous ai dit. C'est vrai que le probable, il n'est pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, finalement, tous ensemble ici? Je vous remercie de m'avoir invité pour ça. On se bat pour que le probable qu'on nous promet là ne se produise pas. Et ça, j'y crois. Et il dit, finalement, il y a toujours une improbable dans l'humanité. Le futur n'est jamais joué. Il faut une métamorphose humaine, il nous faut une conscience humanitaire, planétaire pour tous. Et il dit, effectivement, comme je le disais souvent, on est Faber, on n'est pas encore Sapiens. Et il rajoutait il y a quelques semaines, ça c'était pour Macron, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, pas contre lui, tous les hommes politiques d'ailleurs, hein, ceux qui étaient avant c'est pareil, c'est pas lui qui était dans la cible, c'est le système, hein, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Voilà, et ce monsieur il va avoir 100 ans. Et je termine sur la dernière image promise, c'est qu'est-ce que fait le vivant par rapport à nos économies? Inspirez-vous de ça, et on réglera nos questions. Le vivant innove en permanence. Toute entreprise qui n'innove pas, elle est foutue, il faut innover avec de l'intelligence, de la créativité. Pour ça, il faut des femmes, il faut des jeunes, il faut tout le monde. Depuis la nuit des temps, le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie. Il n'aurait jamais inventé le nucléaire. Hein. Le vivant fait des trucs avec rien du tout. Une petite algue, elle fait du verre, elle fait du béton à 20 degrés dans sa flaque d'eau. Des bétons plus résistants que les nôtres, armés. Des verres qui ne cassent pas. Des bétons déformables sur un séisme. Le bâtiment se déforme et reprend sa forme sans écraser les gens qui sont en dessous. On sait faire ça aujourd'hui. Technologie inspirée du vivant. Le vivant ne produit jamais une substance qui ne s'est pas dégradée. Il fait des horribles poisons, le vivant. Hein. Bouffer des amygdaloïdes, vous verrez le résultat, ou de l'aconite. Mais il sait les dégrader. Et surtout pour les déchets du vivant, j'ai écouté ce que vous disiez tous là. Dans la nature, il y a toujours un acheteur pour ces déchets. Alors que nous, on a produit 150 000 molécules dont on n'a pas d'acheteur et dont on ne sait pas quoi faire. On revient à la prévoyance que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, ce que j'aime beaucoup, ils innovent pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant innove absolument pour tout le monde, il n'y a pas les riches ou les pauvres. On innove pour tous. La dernière remarque est la plus importante. Le vivant ne maximise jamais. Il optimise en permanence. Et c'est ma conclusion de conclusion, c'est fini, promis. Stopper cette économie actuelle suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Vivre sans détruire. Merci. Merci, Gilles, félicitations.